Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez notre émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, regardez cette émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Juan González. Juan est l'un des journalistes les plus influents des États-Unis et le co-animateur de Democracy Now! Il est l'auteur de Harvest of Empire, une œuvre fondamentale sur l'intervention des États-Unis en Amérique latine et son lien avec la migration. Depuis des décennies, il est une voix majeure dénonçant l'impérialisme américain, l'injustice raciale et le pouvoir des grandes entreprises. Juan, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Oh, c'est un plaisir d'être ici. Oh, my pleasure to be here. Je voulais commencer par l'escalade des États-Unis contre le Venezuela. Mais avant d'en venir au Venezuela, pourriez-vous parler de la politique intérieure aux États-Unis qui alimente cette escalade que nous observons? Des meurtres réguliers, des exécutions extrajudiciaires, si l'on veut, dans les eaux des Caraïbes, dans les eaux internationales. Tout cela a été qualifié de narcoterrorisme, mené au nom de la sécurité nationale. Si vous pouviez analyser la politique intérieure autour de l'immigration et contre les gouvernements et les expériences de gauche en Amérique latine, en particulier à Cuba et au Venezuela, et expliquer comment tout cela a été, récemment ou peut-être depuis plus longtemps, intégré dans ce grand récit du narcoterrorisme et de la sécurité nationale, cela apporterait une certaine clarté à nos téléspectateurs. Eh bien, il est clair que depuis l'arrivée au pouvoir du second gouvernement Trump, on observe un changement marqué. D'une part, dans l'attention que le gouvernement fédéral accorde à l'Amérique latine, et d'autre part, dans l'ampleur de la répression. Il y a eu d'autres vagues de répression contre l'immigration au cours de l'histoire américaine. Ce n'est pas nouveau, on peut remonter aux années 1850 et au mouvement des Know Nothing. Texan de Folgenar House Mistrendre et a criminalisé les immigrants irlandais arrivés dans le pays dans les années 1840. Et il y eut un très vaste mouvement Know Nothing dans le pays, essentiellement des membres du Congrès de droite qui cherchaient à prolonger le délai que les immigrés irlandais devaient attendre avant de devenir citoyens, à restreindre leur droit de vote, à les criminaliser et à les emprisonner en tant que prétendues sources de troubles dans le pays. Puis vint la période d'exclusion des Chinois, des années 1880 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y eut de nombreuses répressions contre la migration mexicaine. Dans les années 1930, sous le président Hoover, avec des expulsions massives. Dans les années 1950, sous le président Eisenhower, avec l'opération Wetback et d'autres expulsions massives. Et maintenant, nous assistons à cette dernière vague sous la deuxième administration Trump. C'est donc une caractéristique constante de la politique américaine. En période de crise, le système réprime la main-d'œuvre migrante, la même qu'il recrute en période d'expansion économique, mais la criminalise et en fait un bouc émissaire lors des ralentissements économiques. Ce que nous observons ici, bien sûr, aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais dans tout l'Occident industrialisé, c'est la crise à laquelle l'impérialisme est confronté en raison de son incapacité à continuer de s'étendre à l'échelle mondiale. Il se replie donc sur lui-même, réprimant à nouveau et désignant les migrants comme responsables. Et dans le cas des États-Unis, ce sont particulièrement les Latino-Américains qui sont visés. Et c'est, je pense, la racine de la crise. Ce qui est différent ici, cependant, c'est que contrairement aux administrations précédentes,
qui soit ignoraient l'Amérique latine parce qu'elles étaient trop préoccupées par le Moyen-Orient, soit, dans le cas de l'administration Biden, par la guerre en Ukraine. Cette administration a vraiment, dans le cadre de sa tentative globale d'ériger des barrières au commerce international, décidé de réaffirmer la vieille doctrine Monroe d'une nouvelle manière. Elle cherche essentiellement à rétablir son hégémonie sur l'Amérique latine. Et je pense que cela s'est vu immédiatement lorsque Trump, dans ses premières semaines au pouvoir, a commencé à affirmer vouloir rétablir le contrôle des États-Unis sur le canal de Panama. Et d'ailleurs, je ne pense pas que la plupart des gens s'en soient rendus compte, mais tout son plan visant à faire racheter par la société de capital investissement Blackstone, l'entreprise basée à Hong Kong qui gère les ports du Panama, est tombé à l'eau. En substance, tout l'accord s'est effondré et il n'en a absolument pas été question dans la presse américaine, car la Chine, puisqu'elle conserve sa souveraineté sur Hong Kong, a immédiatement commencé à enquêter sur l'entreprise C.K. Hutchison, qui s'apprêtait à vendre les ports à Blackstone et à son consortium. Puis le Panama a récemment annoncé qu'il remettait la vente de ses ports en appel d'offres. La Chine insiste sur le fait que, quel que soit le repreneur de C.K. Hutchison, elle disposera d'un droit de veto sur la politique de cette entreprise. Alors, la tentative de Trump au début de prétendre « Oh, nous avons repris le Panama, le canal de Panama, en expulsant cette entreprise chinoise », s'est complètement effondrée. Mais c'est la politique du gros bâton que Trump a lancée. Et il agit de plus en plus ainsi. On voit maintenant ce qui s'est passé avec ces attaques militaires contre de petits bateaux quittant soit le Venezuela, soit la Colombie, et les affirmations selon lesquelles il s'agirait de trafiquants de drogue, que c'est la chasse ouverte pour tuer des gens simplement sur l'accusation des États-Unis qu'ils sont trafiquants de drogue, et bien sûr, avec les menaces croissantes d'une possible attaque militaire directe contre le Venezuela lui-même. Et je pense que c'est le véritable danger auquel l'Amérique latine est confrontée en ce moment. Il est intéressant de noter que, dans le cas des sanctions contre C.K. Hutchison et des ports du Panama, il est important de souligner que maintenant que les États-Unis ont effectivement perdu la guerre commerciale, tarifaire et des sanctions face à la Chine, la dynamique n'est plus la même qu'à l'époque où Trump venait d'arriver au pouvoir et avait commencé à utiliser ces mesures coercitives. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur l'escalade américaine contre le Venezuela? En effet, des spécialistes du Venezuela, je pense au professeur Steve Elner et à Miguel Tinker Salas, soutiennent que, bien qu'il existe un contexte latino-américain plus large, des pays comme le Venezuela et Cuba ont été soumis à une pression beaucoup plus forte, une forme d'agression ou de guerre impériale menée par les États-Unis. À cet égard, une escalade contre le président Lula au Brésil ou contre d'autres gouvernements de gauche en Amérique latine est différente de l'escalade contre le projet socialiste cubain ou le processus bolivarien vénézuélien. Et nous l'avons constaté. On peut remonter aussi loin que 1999, mais au moins depuis 2015, lorsque Obama est intervenu et a imposé des sanctions, nous avons vu une série d'escalades sous différentes formes, allant des campagnes d'assassinat aux sanctions, en passant par les opérations de changement de régime, la reconnaissance des oppositions comme gouvernement légitime et maintenant les escalades récentes. Alors, parlons de pourquoi le Venezuela. Pourquoi les élites dirigeantes des États-Unis sont-elles si obsédées par l'idée d'éteindre le processus bolivarien vénézuélien? Eh bien, je pense que la question clé, clairement, c'est l'immense richesse pétrolière et minérale du Venezuela. Même dans les premières années de la révolution de Chavez, le Venezuela vendait encore en grande partie son pétrole aux États-Unis,
de sorte que les entreprises américaines continuaient essentiellement à tirer profit du pétrole vénézuélien. Mais ce qui s'est de plus en plus produit pendant la période Maduro, c'est que la Chine est devenue le principal acheteur du pétrole vénézuélien, car à la suite de toutes les lourdes sanctions imposées d'abord sous Obama, puis certainement durant la première présidence Trump, poursuivies par Biden, et maintenant sous la deuxième présidence Trump, le Venezuela a été contraint de trouver d'autres acheteurs pour son pétrole. À un moment donné, je crois qu'environ 70% du pétrole vénézuélien partait vers la Chine. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 45%. Mais la Chine reste de loin le plus grand acheteur de pétrole vénézuélien. En août, une annonce a indiqué qu'une entreprise privée chinoise, China Concord Resources, avait conclu un accord pour développer 2 nouveaux champs pétrolifères au Venezuela, qui produiront environ 60 000 barils par jour. Ils investissent $1 milliard au Venezuela. Il y a donc un sentiment croissant que les plus grandes réserves de pétrole du monde échappent au contrôle des États-Unis. Et bien sûr, lorsqu'on a affaire à un gouvernement qui mise plus que jamais sur l'importance du pétrole et du gaz naturel dans sa production, cela pose problème. Et Trump aurait d'ailleurs déclaré, je crois, pendant sa première administration, pourquoi ne pas simplement prendre le pétrole du Venezuela? Donc je pense que c'est une force motrice importante. Ce qui se passe concernant la destination actuelle du pétrole du Venezuela et où, dans l'esprit de l'administration Trump, il devrait aller. Mais vous savez, cela fait partie du changement global en Amérique latine qui va rendre une nouvelle intervention des États-Unis dans la région extrêmement difficile. Ce n'est pas la même Amérique latine qu'il y a 100 ans. À l'époque de la politique du Big Stick, mise en œuvre pour la première fois par Teddy Roosevelt. Ce n'est même pas l'Amérique latine d'il y a 50 ans. C'est une région bien plus indépendante qu'elle ne l'était, en général, il y a plusieurs décennies. La Chine est le principal partenaire commercial de 9 pays d'Amérique latine. China is the main trading partner for 9 countries in Latin America. It's the main trading partner for Brazil. C'est le principal partenaire commercial du Brésil, de l'Argentine, du Chili, du Venezuela, du Pérou, de la Bolivie, de l'Uruguay, du Paraguay et de Cuba. Tous ces pays dépendent davantage de la Chine pour leur subsistance économique que des États-Unis. Ces pays ne verront pas d'un bon œil une intervention directe des États-Unis en Amérique latine, et le Mexique non plus. Même si le principal partenaire commercial du Mexique est les États-Unis, le Mexique ne verra pas favorablement une intervention militaire américaine au Venezuela. Il y aura donc une opposition beaucoup plus forte au niveau des relations interétatiques de la part des pays d'Amérique latine. Et nous ne parlons même pas du Honduras, du Nicaragua et d'autres pays qui s'opposeront eux aussi très fermement à une intervention américaine. Je pense donc qu'il y aura beaucoup plus d'opposition au niveau des États. Ensuite, l'autre problème se situe au niveau du peuple. Les États-Unis vont avoir du mal à intervenir au Venezuela. Je comprends que le porte-avions Gerald Ford doit arriver au début de la semaine prochaine dans les Caraïbes, et cela fait partie du renforcement des déploiements militaires. Alors, comment les États-Unis vont-ils se débarrasser de Maduro? Ils doivent soit essayer d'y aller et de l'assassiner, ainsi que peut-être certains des autres dirigeants clés autour de lui, puis chercher à installer un gouvernement de remplacement qui serait très probablement dirigé par Maria Corina Machado. Mais comment installer ce gouvernement? Il faut soit détacher une partie de l'armée vénézuélienne, soit envoyer ses propres troupes sur le terrain pour installer ce gouvernement. Et je pense que c'est là que réside le principal problème. C'est pourquoi il existe encore une certaine réticence, notamment au sein de certaines branches de l'armée américaine, à poursuivre dans cette voie.
La révolution bolivarienne est au pouvoir depuis plus de 25 ans, et l'un des aspects essentiels de cette révolution, qui la distingue des autres révolutions socialistes survenues en Amérique latine, est que depuis que Chavez est issu de l'armée et a formé un noyau d'officiers militaires de gauche, la révolution a toujours cherché à politiser l'armée dans une direction progressiste. Donc, il ne sera pas si facile de diviser l'armée, ou bien il existe une forte possibilité de guerre civile, avec certaines factions de l'armée défendant le gouvernement actuel et d'autres s'y opposant. Ce ne sera donc pas une situation facile pour renverser Maduro dans ce sens. Et une autre chose que les gens n'ont peut-être pas remarqué la semaine dernière, Maduro a lancé un appel aux volontaires internationaux pour venir au Venezuela soutenir la révolution bolivarienne. Il a déclaré que si les États-Unis attaquaient, ils accueilleraient quiconque souhaiterait se joindre à eux pour combattre l'invasion. Je vous garantis qu'il y aura des Cubains qui feront partie de cette résistance. Il y aura des Nicaraguayens qui feront partie de cette résistance et il y aura des Colombiens. C'est là un autre aspect de l'histoire de l'Amérique latine auquel la plupart des observateurs extérieurs ne prêtent guère attention. Le plus vaste et le plus important mouvement révolutionnaire de l'histoire de l'Amérique latine a eu lieu en Colombie au cours des 60 dernières années. La Colombie, encore une fois, est un très grand pays. Elle compte 52 millions d'habitants. C'est le deuxième plus grand pays hispanophone d'Amérique latine, et sa population est aujourd'hui presque équivalente à celle de l'Espagne. Pendant des décennies, la Colombie a connu plusieurs armées de guérilla de gauche, opérant à l'intérieur du pays et combattant le gouvernement. Il y avait bien sûr le plus grand groupe, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, mais il y avait aussi le mouvement de guérilla M19, l'ELN, l'Armée de libération nationale, l'EPL ou Armée populaire de libération, ainsi qu'une demi-douzaine d'autres plus petits. Tous étaient d'importants groupes de guérilla qui ont combattu l'armée en Colombie pendant 30 ou 40 ans. L'un d'eux, l'ELN, n'a d'ailleurs jamais réellement conclu d'accord de paix, contrairement aux autres. Et l'actuel président Gustavo Petro était membre du M19. Il faisait partie des guérilleros. Donc juste à côté du Venezuela, il y a des centaines de milliers d'anciens guérilleros en Colombie, dont beaucoup, je pense, finiront par se porter volontaires pour soutenir la révolution vénézuélienne. Ce ne sera donc pas une tâche facile pour les États-Unis. Mener une intervention ou un changement de régime au Venezuela, car d'un État à l'autre, l'Amérique latine est très différente. Et au niveau populaire, puisque de nombreux mouvements se sont développés au Nicaragua, au Honduras, à Cuba et en Colombie, il y avait d'un peuple à l'autre bien plus de soutien au gouvernement vénézuélien que lors des précédentes interventions américaines. Il y a eu des rapports indiquant que même l'opposition est divisée sur la question de l'intervention militaire. Alors que sur la question des sanctions, l'opposition d'extrême droite était relativement unie, pensant que cela ferait pression sur le gouvernement de Maduro pour le renverser. Lorsqu'il s'agit d'une campagne militaire, même Edmundo González se serait distancié de María Corina Machado. Cela pourrait donc être un autre facteur à prendre en compte, alors que les États-Unis intensifient leur campagne militaire. Oui, et je veux dire, l'opposition au Venezuela a toujours été très fragmentée. Cela a toujours fait partie de son problème. Elle n'a jamais réussi à s'unir. Et bien sûr, avec le fiasco de Juan Guaidó il y a plusieurs années, toutes ces fractures et divisions persistent au sein du mouvement de droite. La seule raison, selon moi, pour laquelle l'administration Trump accorde autant d'attention à cette question,
c'est l'influence considérable de Marco Rubio. En tant qu'ancien secrétaire d'État et politicien farouchement anticommuniste, fils de réfugiés cubains, et l'influence qu'il exerce au sein de l'administration Trump. C'est Rubio qui mène véritablement cette initiative avec Stephen Miller dans cet effort pour dire « Hey, on va simplement se débarrasser de ça ». Eh bien, ce ne sera pas aussi facile qu'il le pense. Et je crois, comme vous l'avez mentionné, que l'opposition elle-même en Colombie est divisée sur la question de savoir si une intervention militaire directe améliorerait ou aggraverait la situation de leur mouvement d'opposition. Juste en passant, j'ai trouvé ton point sur la politisation de l'armée au Venezuela très frappant. C'est en net contraste avec ce que nous avons vu au Chili entre 1970 et 1973. Je lisais les écrits de Paul Swedes sur l'incapacité d'Allende à réellement défendre la révolution. Et l'une de ses thèses centrales était qu'il n'avait pas politisé l'armée, soit en supposant qu'elle resterait neutre, soit par crainte de la confronter. Dans les deux cas, j'étais curieux d'avoir ton avis sur le rôle de pays comme le Brésil. Étant donné que d'un côté, avec le tournant vers la Chine, l'expansion des relations entre la Chine et l'Amérique latine, on a vu un profond renforcement des liens entre le Brésil et la Chine. Je veux dire, le cas du soja est un exemple très intéressant, étant donné que l'influence de la Chine ne provenait pas seulement des terres rares, mais aussi du soja. En déplaçant ses importations des États-Unis vers le Brésil, elle a frappé les États-Unis là où ça faisait mal. Mais le Brésil n'a pas été très clair sur sa relation avec le Venezuela. Nous n'avons pas vu Lula à la cérémonie d'investiture du président Maduro. Nous avions le président du Nicaragua, Ortega, et le président cubain présents. Donc je me demande, quel rôle le Brésil jouerait-il dans tout cela? Pensez-vous que le Brésil a fait des déclarations suffisamment fortes contre ce que font les États-Unis, ou le Brésil a-t-il relativement failli à son devoir de faire ce qu'il aurait dû faire? Eh bien, je pense que non seulement le Brésil, mais même la Colombie sous Petro ont été très critiques à l'égard des résultats les plus récents des élections au Venezuela et ont maintenu une certaine distance vis-à-vis du gouvernement Maduro. Mais je pense qu'il y a toujours des différences, même entre les gouvernements et dirigeants dits progressistes de la région. Néanmoins, il existe une unanimité relative sur l'idée que l'époque où les États-Unis dictaient les affaires de l'Amérique latine est révolue. Et je pense que l'administration Trump s'est essentiellement tiré une balle dans le pied en augmentant d'abord les tarifs douaniers sur le Brésil, puis en essayant d'interférer dans la situation interne du pays, en particulier le procès de l'ancien président Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Donc je ne vois pas Lula, d'aucune manière, soutenir une intervention américaine au Venezuela, quelles que soient les divergences qu'il puisse avoir avec le gouvernement vénézuélien. No matter what differences he may have with the Venezuelan government. And I think now, will Brazil be perhaps as active? Et je pense maintenant, est-ce que le Brésil sera aussi actif, disons, pour soutenir les volontaires qui partent combattre, comme Cuba, le Nicaragua ou certains de ces autres pays pourraient l'être? Non, non, mais il n'a pas besoin de l'être. L'essentiel, c'est qu'en tant que gouvernement, il se lèvera clairement pour dire non à une intervention militaire ou à une tentative secrète de renverser le gouvernement. Donc je pense qu'ils resteront fermes sur ce point. Et puis, le Brésil comprend maintenant, encore une fois, la Chine joue un grand rôle. Elle joue certainement un rôle aux Nations Unies, mais aussi dans le progrès économique de tous ces pays. Et le Brésil comprend que sa future croissance économique est moins liée aux États-Unis et davantage à un ordre mondial multipolaire, dans lequel la Chine, la Russie et d'autres, comme la Turquie, sont des partenaires plus essentiels. C'est ma question avant-dernière,
et je voulais que vous expliquiez un peu la relation entre les différentes classes de migrants ou d'immigrants vénézuéliens aux États-Unis et leur lien avec la politique d'extrême droite là-bas. Le professeur Steve Heller a écrit qu'environ 15% des immigrants vénézuéliens ont la citoyenneté américaine et qu'ils proviennent de la couche supérieure de la structure sociale, des personnes qui souhaitent se distinguer, si l'on veut, des couches inférieures arrivées plus tard au cours des vagues démocratiques suivantes. Ils détestent vraiment le type de gouvernement de gauche en vigueur dans leur pays d'origine. Et c'est pour cette raison que, par exemple, en Floride, Trump s'y est rendu pour faire campagne. Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont désormais désillusionnés. Comme l'un d'eux l'a dit, nous nous détournons tous maintenant. Mais si vous pouviez parler de cette politique de classe, des dynamiques de classe et de la politique autour de l'immigration et des mouvements d'extrême droite aux États-Unis, ce serait utile. Oui, eh bien, je pense qu'il est tout à fait vrai que la migration vénézuélienne de ces 10 dernières années, disons, est l'un des flux migratoires les plus instruits de l'histoire américaine. Je crois que le Migration Policy Institute a publié plusieurs rapports à ce sujet que vous pouvez consulter en ligne. Mais je pense que le chiffre actuel, sans me citer sur le nombre exact, dépasse les 50% de tous les Vénézuéliens venus aux États-Unis au cours de la dernière décennie, qui possèdent au moins une licence ou un diplôme supérieur. Et dans la population adulte américaine, seulement environ 37% ont un diplôme équivalent ou supérieur. Donc les Vénézuéliens qui sont venus ici, dans l'ensemble, pas tous, mais dans l'ensemble, sont bien plus instruits que les Américains déjà présents. Et ils sont certainement bien plus instruits que les Vénézuéliens restés au Venezuela. Il s'agit donc d'une population très éduquée. Et comme vous l'avez mentionné, beaucoup, bien que pas tous, viennent des classes moyennes et supérieures du Venezuela. Leur profil de classe ressemble davantage à celui de la migration cubaine de la fin des années 1950 ou des migrations nicaraguayennes du début des années 1980. Par conséquent, beaucoup d'entre eux arrivent généralement avec des idées antirévolutionnaires ou antisocialistes. Je m'attends à ce qu'une fois intégrés aux États-Unis et après avoir appris la langue, nombre d'entre eux s'élèvent, car ils sont venus avec un capital humain. Même s'ils ne sont pas venus avec leurs biens, ils sont arrivés avec l'éducation qu'ils avaient reçue et leurs liens de classe. Ils disposent donc d'un capital humain bien plus important et s'élèveront rapidement au sein de la communauté latino vers des secteurs plus privilégiés. Mais cela ne concerne pas seulement les Vénézuéliens. De manière générale, la migration en provenance d'Amérique latine au cours des 20 dernières années a été beaucoup plus issue des classes moyennes que lors des décennies précédentes. C'est vrai pour les personnes venant de Colombie, voire de Porto Rico. Dans les années 1950, les migrants portoricains étaient en grande partie non qualifiés et travaillaient dans l'agriculture, l'hôtellerie ou les usines. Aujourd'hui, ceux qui viennent de Porto Rico, où je suis né, sont pour la plupart diplômés de l'université. Ce sont des ingénieurs, des médecins, des personnes qui, en raison de l'effondrement des niveaux économiques en Amérique latine, voient les classes moyennes incapables de survivre, de progresser et de trouver un emploi dans leur domaine d'études. Alors, ils émigrent. D'une manière générale, je pense qu'une partie du conservatisme politique croissant au sein de la communauté latino-américaine reflète un changement de classe dans le processus migratoire. On voit arriver des personnes qui ont davantage foi dans le système capitaliste, surtout en provenance du Venezuela. Mais je crois que c'est aussi vrai pour beaucoup d'autres pays, que ce soit le Mexique, Porto Rico, la Colombie ou Peru.
Ma dernière question concerne un sujet dont nous avons parlé la dernière fois que vous étiez avec nous. Les discussions au sein de la gauche à propos de certains gouvernements. La dernière fois, nous avons parlé de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Mais je voudrais maintenant orienter cette conversation vers le Venezuela, puisque c'est la question la plus urgente. Il y a eu d'importants débats dans les revues latino-américaines sur la diabolisation de Maduro, même au sein de certaines franges de la gauche. Je voulais connaître votre avis sur ce débat, d'autant plus qu'à un moment où les États-Unis rassemblent d'importants moyens militaires autour des côtes du Venezuela, et que même des médias grand public comme Bloomberg affirment qu'il ne s'agit plus de savoir si une invasion américaine aura lieu, mais quand. Zoran Mamdani affirme qu'un socialiste démocrate est différent des dictateurs de Cuba et du Venezuela. A democratic socialist is different from the dictators in Cuba and Venezuela. I mean, that does reflect something about the US left. Je veux dire, cela reflète bien quelque chose à propos de la gauche américaine. Et même sur Democracy Now, je n'ai pas parcouru toutes les archives, mais nous avons vu Democracy Now inviter Gabriel Hetland, mais pas des personnes comme Steve Elner ou Miguel Tinker Salas, qui affirment qu'il est important de défendre Maduro malgré certaines de ses erreurs, lesquelles sont fortement liées aux sanctions américaines. Certains, comme Hetland et d'autres, ne voient pas les choses ainsi. Ils pensent que la gauche peut en réalité défendre le socialisme au Venezuela tout en promouvant en même temps l'idée de renverser Maduro. J'aimerais donc connaître ton avis sur ces tendances au sein de la gauche américaine et si tu pouvais partager ce que tu ressens à propos de ces débats. Yeah, well, you know, it's Oui, eh bien, vous savez, je pense que des auteurs comme Domenico Losurdo, qui a écrit à ce sujet il y a des années sur la nature du marxisme occidental, ont montré que les marxistes occidentaux croient au socialisme en théorie, mais condamnent pratiquement toutes les expériences et pratiques socialistes dans le monde. Et je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut défendre un socialisme démocratique, cela ne fait aucun doute. Et d'après mon expérience, le socialisme démocratique est une excellente idée en théorie. Mais en pratique, le capitalisme écrasera tout gouvernement socialiste démocratique, car il ne fonctionne pas dans le monde réel, celui d'une lutte constante entre le capital et le travail, pour une plus grande liberté pour la majorité des habitants de la planète. Je pense qu'il existe une tendance, aux États-Unis comme en Europe occidentale, à critiquer tous ces développements de modèles socialistes à travers le monde, que ce soit en Chine, au Vietnam, à Cuba, au Nicaragua ou au Venezuela. Ils ont tous leurs défauts, d'une manière ou d'une autre, mais il existe une différence fondamentale entre eux et le système tel que nous le connaissons dans l'Occident capitaliste avancé. Leurs gouvernements cherchent à construire une vie meilleure pour la majorité de leur population. Et souvent, ils y parviennent de manière qui ne reçoit pas beaucoup d'attention. Je pense donc qu'on peut être critique, tout en évitant de tomber dans le piège de la facilité avec laquelle les mouvements socialistes démocratiques peuvent être écrasés lorsqu'ils deviennent de véritables menaces pour le capitalisme. Et Allende n'est pas le seul exemple. Il y en a beaucoup dans l'histoire, même parmi les mouvements sociaux-démocrates qui n'étaient pas vraiment si socialistes que cela. Si l'on regarde Juan Bosch en République dominicaine, c'était un socialiste démocrate. Il est arrivé au pouvoir et dès qu'il a commencé à aller dans une direction que le système ne voulait pas, il a été écrasé et renversé. Et je pense que c'est le problème fondamental auquel tous les partisans du socialisme démocratique sont confrontés. Ils ne peuvent pas accepter la réalité que parfois, pour mettre en œuvre le socialisme, il faut mener une lutte contre ceux qui essaient de vous écraser. Je pense que c'est un débat permanent que la gauche aux États-Unis et en Europe continuera d'avoir. Mais je me range toujours plutôt du côté de ceux qui pensent que l'objectif principal d'un mouvement socialiste
doit être de trouver des moyens d'améliorer les conditions de vie et l'existence de la grande majorité des travailleurs d'un pays. D'accord. Et j'ajouterais que nous ne devrions pas perdre de vue à quel point l'escalade impériale rend ce projet de plus en plus difficile. Parce que je veux dire, au Venezuela par exemple, il existe des preuves claires de certaines mesures que Maduro a dû prendre pour faire face aux sanctions. Mais arrêtons-nous là, Juan. Ce fut un plaisir de vous avoir. Let's leave it there, Juan. It was a pleasure having... Please. Merci pour l'invitation à partager quelques réflexions avec vous. Merci beaucoup. Thank you so much. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.